Alors je vous remercie sincèrement d'avoir mis à l'honneur cette population qu'on n'a pas pu suffisamment ni voyager, ni partir, ni se poser, ni ne pas partir. Je disais, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, à quoi ça sert tout ce que tu fais, je dis juste je fais un petit bout de chemin avec des gens que j'ai croisés au hasard d'un parcours d'étudiants et qu'on ne voyait pas, puisque dans une représentation collective, nous les voyons déjà partis ou déjà ailleurs, ou du moins ce qui reste un peu du regard que nous posons sur cet autre, venu d'ailleurs, c'est une image très stigmatisante, très stéréotypée, c'est celle du travailleur. Moi, mon champ d'action, c'est celui de ces gens qui sont dans la sphère du non-travail, qui sont sortis du travail, et avec une remise en cause de toute une vie, de toute la trajectoire qui était la leur. Et donc c'est pour cela que lorsqu'on m'a proposé de réfléchir sur ces instantanés autour de ce thème proposé dans le cadre des rencontres de gloire, je disais finalement, si on regarde bien, ces gens partent à plusieurs reprises, ou en tout cas sont dans le mouvement d'une manière permanente. Et je me proposais d'examiner chacune de ces étapes, chacun de ces voyages, avec ses propres caractéristiques, avec ses engagements, ses attentes, ce qu'on y a mis comme conviction, ce qu'on y a mis quand même comme sentiment, ce qu'on y a mis comme promesse. Et puis voir un peu au regard de ce que la vie a fait de ces gens-là, qu'est-ce qu'il en est resté finalement de leurs traces dans l'Hexagone. Je dirais finalement, quand je vois des jeunes générations, je dis bon ben voilà, donc il y a un renouvellement générationnel. Mais ces pionniers, nous ne les avons pas suffisamment entendus sur ces différents voyages qui ont été les leurs. Et le premier instant, c'est celui du départ du pays d'origine. Ce départ du pays d'origine qui était aussi, ce n'était pas un départ au hasard. Les gens sont partis presque au service commandé. Ne l'oublions pas, ce pays avait besoin de bras au sortir de la guerre. Et nous ne disons jamais suffisamment assez notre reconnaissance à ceux qui ont participé avec d'autres à la reconstruction de ce pays. Mais travailleurs ils étaient, travailleurs ils devaient être. Et puis peut-être nous n'avons pas suffisamment regardé comment l'immigration en elle-même a subi des transformations multiples, comment l'immigration a pénétré corrosivement des gens qui pensaient que leur passage dans l'Hexagone ne pouvait avoir aucun impact, aucune influence, ni sur leur façon d'être, ni leur façon de vivre, ni sur leur façon de consommer. C'est-à-dire comme si c'était une table vide et par conséquent, je crois qu'avec le recul, on mesure que l'immigration a pénétré corrosivement un peu les attitudes, les façons d'être, les façons de vivre. À telle enseigne qu'aux grands âges donc, de l'après-travail, qui est donc les âges de la retraite et de la grande vieillesse, les gens se trouvent encore ballottés entre deux territoires, de tendresse, de légitimité, deux appartenances. Et il faut composer avec cela. C'est pourquoi je dis que finalement, moi, tout mon boulot, tout mon travail était ce petit bout de chemin fait avec des gens à travers ces différents départs. Je voudrais juste dire que finalement, si l'on revient sur les moments inauguraux de ces départs, les gens ne partaient jamais au hasard, mais partaient avec la promesse de revenir, partaient avec l'idée d'aider ou de participer, de contribuer à l'avenir ou au devenir de tous ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Ça, c'était le premier départ et la première sortie. Et ce voyage-là s'est traduit par des arrivées extrêmement variables. Des gens qui ont commencé la carrière en bas, dans le sud, à Marseille, qui ont fini en haut, dans la sidérurgie. Donc, on a un petit peu le deuxième départ, c'était ces pauses multiples, au gré de l'embauche, comme on disait à l'époque,
au gré des sollicitations de l'industrie de l'époque. Et par conséquent, c'était systématiquement une répétition des pauses multiples et des voyages à ne pas en finir. Sans compter les conditions dans lesquelles les gens se sont retrouvés. Et je dirais que finalement, on est passé de l'accueil de ces hommes seuls, corvéables, très besogneux, avec toute une logique d'accueil qui était spécifique aux travailleurs émigrés et à eux seuls, et à une deuxième étape où les familles se sont regroupées, où les enfants sont nés dans l'Hexagone avec d'autres légitimités qui est de telle enseigne que de nombreux sont nés d'ici et ne connaissent du pays d'origine de leurs parents que ces moments festifs ou ces moments d'été. Donc voilà un peu le deuxième instant qui était une confrontation très dure. C'était une confrontation avec des sociétés. Vous savez qu'il y a des gens qui sont sortis, qui avaient cette double casquette, qui étaient paysans et ruraux dans leur pays d'origine et ouvriers dans l'Hexagone. Beaucoup de gens sont sortis littéralement donc d'une petite campagne pour se retrouver au fin fond des mines dans le Calaisis ou au fin fond de la sidérurgie en Moselle. Donc il y avait des gens dont le premier contact avec la ville a été ici. Et c'est extrêmement laborieux de combiner ces doubles identités, celle de paysans et d'ouvriers en même temps. Troisième voyage, je dirais que ça a été finalement cette sortie de l'activité, cette sortie du champ du travail et cette déroute où les gens ne se sont pas vus vieillir. Donc eux-mêmes, à force de n'avoir en renvoi que l'image d'un travailleur émigré, beaucoup de gens n'ont pas encore mesuré que beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de leurs conditions de vie, lorsqu'ils parlent de leur situation dans l'Hexagone, se positionnent encore comme un travailleur émigré. De telle sorte qu'au bout de 2-3 phrases, vous revenez encore sur l'usine, vous revenez sur les difficultés à vivre, vous revenez sur les contrariétés des 3-8 et ainsi de suite. Et l'un des moments forts a été celui de prêter l'oreille à la manière dont ces gens pouvaient être aussi concernés par le non-travail, par le loisir, par l'inactivité tout simplement, mais avec d'autres attentes, d'autres aspirations. C'est loin d'être le cas. Et il y a beaucoup de gens encore qui ne sont, je dirais qui n'ont pas encore pu sortir de cette étape du travailleur émigré pour pouvoir se situer simplement comme personne âgée, retraitée avec d'autres besoins, d'autres attentes de la vie. Pourquoi ? Pour la bonne raison que cet instantané est aussi un instantané très douloureux d'une remise en cause. Le premier départ a été marqué profondément par des promesses de retour. Lorsqu'on a posé son baluchon, lorsqu'on est parti nulle part, lorsqu'on a fait souche, lorsque des enfants et des petits-enfants sont nés dans l'Hexagone, forcément, inconsciemment, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on se sent quelque part. On a l'impression d'avoir trahi un engagement, trahi des promesses faites, mais dont on n'a pas mesuré que la vie pouvait aussi décider à notre place. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans cette phase-là. Comment tout le travail était de comment aider les gens à sortir d'un projet migratoire qui n'existe plus ou qui a existé vers un projet de vie, tout simplement, où il n'y a où la vie se décline sous d'autres aspects, avec d'autres attentes et d'autres besoins. Donc voilà, c'est toute la difficulté un peu de ce public, à telle enseigne qu'il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années, dans le regard ou dans l'esprit de nos décideurs publics, et le travailleur est forcément un immigré partant quelque part. Lorsque nous regardons par exemple les données de recensement, c'est assez curieux. Il n'y a plus de traces marquantes de ces hommes d'une certaine époque, seuls, célibatarisés à outrance, mais l'immigration se décline sur un mode familial. On dirait un petit mot tout à l'heure sur ces femmes invisibles que nous n'avons jamais vu vieillir et dont la vieillesse reste encore méconnue ou inconnue. Au seul motif qu'elles n'ont jamais rien négocié avec la France. Par conséquent, leur vieillesse excelle par son invisibilité, avec probablement cette inquiétude que
pour tout un public féminin qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais cotisé, zéro cotisation, zéro retraite et pas conséquent. Nous avons là toute une cohorte de femmes qui, de plein pied, arriveront au âge de la retraite désargentée, à verser directement dans les dispositifs de précarité ou d'aide au public en grande difficulté. Oui, c'est important, oui, c'est très 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 important de s'indigner, mais l'indignation ne prendrait un autre relief, un autre sens si l'on décline aussi les besoins de ces personnes comme des personnes âgées. Ne plus pouvoir manger, ne plus pouvoir monter ses escaliers, être confronté au risque d'une perte d'autonomie patente, ne plus pouvoir se laver. Ce sont aussi des réalités et des choses de la vie quotidienne sur lesquelles on doit pouvoir réfléchir et apporter un concours à ces personnes. J'ai l'impression que au-delà des seuls besoins de ce qu'était le travailleur émigré, les besoins de personnes âgées ne sont nullement évoqués, mais nous sommes encore dans une revendication de légitimité et d'une présence tout simplement. Ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Mais je pense que, chemin faisant, il y a lieu aussi d'être attentif que ce sont également des personnes âgées qui sont confrontées à tout ce qui concerne un public vieillissant en termes de besoins ou d'attentes. De l'autre côté, c'est le regard des décideurs est un petit peu un regard, j'allais dire, un peu sélectif où on force, on s'obstine encore à ne décliner cette situation de ce public-là qu'à travers ces images pionnières que nous avons de l'ancien ouvrier célibatarisé. C'est-à-dire qu'on a encore un petit peu de mal dans les décisions publiques, on a un petit peu de mal encore à poser cette population comme sous un mode familial, qui est aujourd'hui le plus fréquent. Quand on regarde un peu nos statistiques, la part des gens âgés célibataires est extrêmement limitée au regard des familles, au regard des hommes et femmes qui sont là depuis de nombreuses années. Voilà, donc c'est en quelque sorte, c'est un espèce de, je ne dirais pas un tableau funeste, non, mais un tableau chargé d'inquiétude. Il y a de bonnes choses qui se font, donc tout n'est pas négatif, mais il y a encore tout un travail à faire. Alors, nous avons vu donc ce premier temps, le deuxième temps qui était celui finalement de subir ou de vivre l'exil et le déracinement au travers une vie provisoire devenue permanente. Et le troisième voyage, c'est aujourd'hui ce public-là, nous en parlions avec Romain il y a quelque temps sur finalement cette double présence. Et j'ai l'impression que nous ne mesurons pas comment l'immigration s'est inscrite non pas comme une donnée conjoncturelle, mais partie prenante dans la façon d'être d'un certain nombre de personnes, de sorte qu'on s'ennuie de la France lorsqu'on est trop longtemps à l'extérieur. Et on s'ennuie de cette terre d'origine lorsqu'on est trop longtemps dans les zones. Et donc cette espèce de transhumance qui est devenue une façon d'être, une façon d'exister, les lois n'en tiennent pas compte. La bureaucratie ne comprend pas tout cela. Donc, soit on est là, soit on est ailleurs. Or, nous avons finalement une population qui reste un peu ballottée entre deux fidélités, deux tendresses et probablement peut-être des attentes et de part et d'autre. Pour avoir un petit peu travaillé sur l'autre versant, c'est-à-dire comment pourrait se faire l'accueil ou comment se fait le retour. Et je crois que là aussi, il y a à rester vigilant sur à durer trop longtemps dans l'immigration. Les gens, leur place même dans les sociétés d'origine a été un petit peu secouée, a été déstabilisée. Le haro culturel sur le père de famille parti faire fortune et revenir a été déstabilisé. À force d'avoir délégué aussi, l'éducation des enfants, la gestion de la maisonnée, à force d'avoir délégué tout cela, les gens petit à petit se sont vus dépossédés pratiquement de ces derniers haros, de cette dernière virtualité anthropologique qui devait être les leurs. Donc, de telle sorte que finalement, lorsque les gens retournent de l'autre côté aussi, ne trouvent pas leur place. Là, qu'on a affaire à des gens qui sont dans un voyage permanent, ni définitivement installés ici, ni définitivement rentrés donc, de l'autre côté de la Méditerranée, et avec également toutes ces problématiques qui sont liées à... j'ai l'impression que parfois le
le temps politique et le temps humain ne correspondent pas nécessairement et que finalement la manière de vivre des individus a du mal à s'accommoder finalement d'une rigidité bureaucratique qui conditionne finalement l'accès à des prestations, l'accès même à des droits légitimes par des conditions de territorialité de telle sorte que je disais que finalement, là où le bureaucrate dit tu es là ou tu es là, tu ne peux pas être entre les deux, les gens n'ont fait finalement que recréer, réinventer ce que j'appelle un peu, ce que j'appelle une extension territoriale. En fait, ils ont simplement poussé les frontières, de sorte que le dedans et le dehors est extrêmement difficile à cerner. Quand est-ce qu'ils sont dedans lorsqu'ils sont de l'autre côté, et quand est-ce qu'ils sont dedans lorsqu'ils sont parmi nous. Donc là, ils ont réinventé une territorialité, ça ne fera pas plaisir aux géographes, mais enfin, les gens ont fait fi finalement des frontières pour pouvoir se créer un territoire un territoire de mobilité qui est le leur. Et la grande inconnue reste finalement ce dernier voyage qui est une donnée sur laquelle il y a lieu de réfléchir également. On pourrait l'appeler le grand voyage ou le dernier voyage. Ce dernier voyage qui reste, qui est celui, donc c'est assez marrant comment beaucoup de gens, on parle par exemple de l'expérience des populations marocaines, très peu se font enterrer dans l'Hexagone. Beaucoup souhaitent finalement reposer à jamais sur la terre d'origine. Il y a à lire cela. Aujourd'hui, avec le recul, on peut le lire de plusieurs façons. On peut y apporter au moins quelques hypothèses de compréhension. Le premier, quand on regarde suffisamment, la donnée ou la donnée religieuse vient pratiquement en second lieu. Et c'est probablement par une fidélité, probablement aussi par un enracinement, et même plus important encore. Je dirais que lorsque les gens font don à leur pays d'origine de leur corps en y élisant une sépulture, c'est une manière de maintenir le lien des générations futures avec la terre d'origine. Et je crois que finalement, ce sont des pionniers, ce sont des bâtisseurs, ces gens qui ont construit le pays dans les années où il en avait besoin. Et là, c'est des fabricants de mémoire, donc une mémoire collective. Beaucoup de gamins pourraient peut-être n'avoir qu'une mémoire morcelée de ce qu'est le lignage, de ce que c'est les racines, de ce que c'est les origines. Et c'est grâce à ce dernier voyage que beaucoup de gens nous permettent finalement d'avoir cette possibilité que les gamins nés dans l'immigration, qui sont tout à fait légitimes dans ce pays, puissent pouvoir circuler et garder des liens extrêmement profonds avec ces terres d'origine. Donc voilà, donc la déclinaison sur ces 4 instantanés assez forts, qui sont donc finalement le voyage inaugural, un voyage multiple qui est celui donc de l'installation avec des étapes extrêmement diverses. L'étape qui est celle finalement, la troisième étape, qui est celle finalement de l'instantané du vieillir et qui est traversée par un tas de problématiques. Redouane disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a en matière de décision, en matière un peu d'apport, qu'a-t-on fait comment se déroule la vie, quelles sont les réponses publiques ou non publiques apportées aujourd'hui. Et il y a lieu peut-être de mettre l'accent sur quelques éléments. Je crois qu'aujourd'hui, si nous avons très peu de personnes âgées, donc issues de ces mouvements migratoires dans les institutions gériatriques, c'est grâce à la présence familiale. Et donc, si nos vieux n'existent pas, donc il y a encore donc nous ne le devons pas à leur bonne santé, puisque lorsqu'on fait ça vient à faire avec une donnée qui a été publiée dans le rapport, dans un rapport qui a été commandé par l'IGAS, donc l'Inspection générale des affaires sociales, il y a quelques années. Quand on regarde sur le risque de survenue d'une perte d'autonomie sur 3 populations de référence, on a pris les gens originaires des pays du Maghreb, les étrangers tout venant, et les populations non immigrées. Le risque de survenir d'une perte d'autonomie à partir de 60 ans chez les immigrés est à 75 ans. Chez des populations étrangères tout venant, on est à 77 et quelques. Chez les populations non immigrées,
originaire de ce pays, le risque de survenir est à 82 ans. Donc vous voyez la marche. Donc on a déjà une idée sur, d'abord, un mauvais vieillissement, un vieillissement précoce. Et d'ailleurs, du reste, c'est un petit peu compréhensible lorsqu'on fait référence à tous les circuits d'activité. Ce n'étaient pas des ingénieurs de chez IBM, hein, donc c'était des gens qui ont travaillé dans l'acier, dans la sidérurgie. C'est des gens qui ont payé beaucoup à la silicose. Hein, donc, voilà, donc à l'industrie chimique également. Donc on a déjà donc là une première piste. Le deuxième point sur lequel j'allais revenir, je disais finalement que non seulement si nous le devons pas forcément à une bonne santé, mais à la présence familiale qui temporise ou neutralise. Sans compter que finalement, l'entrée en institution ne semble opérer que dans le cas de ceux qui ont beaucoup perdu ou qui ont perdu beaucoup de choses, notamment les repères familiaux, qui n'ont peut-être pas d'environnement. Par exemple, je pense à ces populations-là qui sont maintenues artificiellement. Et celle-ci, ça nous chagrine beaucoup parce que c'est une caractéristique française. J'ai voyagé dans tous les pays voisins d'Europe. Nous sommes le seul pays qui continue encore à avoir un logement spécifique pour des anciens travailleurs. Nous sommes le seul pays qui maintient artificiellement dans une espèce de no man's land à travers les communes de ces foyers de travailleurs migrants. Nulle part, ni en Belgique, ni en Allemagne, tous les pays qui ont fait appel à la main-d'œuvre, quand on est la Belgique, il n'y a pas de foyer de travailleurs migrants de la manière dont nous les avons, nous, orchestrés. Même si dans l'histoire de ce pays, ils s'inscrivent dans une logique, ils s'inscrivent dans une cohérence, mais il devient anormal d'envisager des vieux messieurs de 75 ans, 80 ans dans une petite chambre d'étudiants de 6 mètres carrés avec tous les risques potentiels, avec des chambres qui ne font pas 80 pour laisser passer un fauteuil roulant, et l'incapacité de pouvoir faire appel à des services d'aide ou de maintien à domicile. Donc voilà, ces réalités-là sont typiquement, donc à la fois en mode d'insertion, nous disons que voici une sorte de peau de chagrin, une vieillesse anachronique, parce qu'elle ne ressemble à rien. Comment peut-on expliquer que des vieux messieurs de 75, 80 ans, père de famille, grand-père, 36 000 fois arrière-grand-père, continuent à vivre dans des conditions comme celle-ci? Et c'est ce public-là qui nous inquiète parce que potentiellement, c'est ce public-là qui est destiné à pouvoir alimenter les lits de nos établissements gériatriques, puisque la possibilité de mettre en place un dispositif de maintien à domicile devient extrêmement, presque impossible. Et donc c'est ce public-là qui risque d'alimenter les institutions. Donc voilà un peu l'une des choses qui nous chagrine un tout petit peu. Le deuxième élément, là on a vu avant même que l'Assemblée nationale décide d'accorder un intérêt à cette thématique à force d'en entendre parler. Sur une année et demie, toute la France, des professionnels, des intellectuels, des responsables des établissements publics ont été entendus dans le cadre d'une commission parlementaire qu'on a appelée Bachelet et Jacquat. Alexis Bachelet en était le rapporteur et Denis Jacquat, qui est donc député de la Moselle, en était le président. Donc dans un consensus droite et gauche a pu avoir lieu et il en est sorti une palette de 83 préconisations, recommandations que le gouvernement était censé mettre en place. Ça allait finalement de la rénovation de ces foyers pour faire des cadres de vie jusqu'aux derniers éléments instantanés comme des thématiques sur lesquelles je travaille, mais peut-être qu'on a l'impression que cela... J'ai toujours pensé, est-ce que les immigrés seraient immunisés contre des troubles neurodégénératifs, des styles Alzheimer par exemple? On n'y parle pas. Où sont-ils, ces gens? Est-ce qu'ils ne sont pas touchés? Il y a quelque chose qui nous prémunit par rapport à d'autres? Non, malheureusement. Simplement que les outils de dépistage, les outils de diagnostic sont dans d'autres langues et que les gens échappent finalement à tout diagnostic, à tout repérage. Et les malheureux, les rares que nous allons retrouver, nous les trouvons dans les consultations psychiatriques. Maladie neurologique n'est pas forcément une folie, n'est pas simplement un trouble mental et que par conséquent, il était tout à fait légitime que ces gens-là puissent aussi trouver la place. Donc, on parlait un petit peu de perte d'autonomie, il n'y a pas que la perte d'autonomie, il y a finalement tous ces mauvais moments à vivre qui est concomitant finalement à une vieillesse chargée par des
des troubles et d'autres problématiques. Donc voilà un peu je disais que finalement, il y avait 82 préconisations qui étaient proposées pour pouvoir améliorer ou prendre en compte résolument ou sérieusement la vie ou le vécu de ces populations dans l'Hexagone. Nous n'avons pas vu grand-chose se mettre en place en dehors donc de quelques mesurettes du style réduire la durée de présence dans l'Hexagone pour pouvoir accéder à un minimum vieillesse. D'ailleurs, du reste, quand on fait venir son père ou sa mère, il faut d'abord justifier de ressources suffisantes pour pouvoir le faire rentrer sur le territoire. Et que par conséquent, il faut chasser ces mauvaises idées de faire croire que les gens viennent un peu simplement manger les sous des Français. C'est une ineptie. Ce n'est pas vrai. Donc ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas faire de regroupement d'ascendants si vous ne justifiez pas de ressources suffisantes pour pouvoir le faire venir sur le territoire. Alors, ne faire croire finalement qu'il faut justifier de 10 ans de présence ininterrompue pour pouvoir accéder au minimum vieillesse, c'est une aberration. Et puis il y a autre chose qui pourrait nous interpeller les uns et les autres. Est-ce qu'à 80 ans, on a envie de changer de nationalité? Est-ce qu'à 80 ans, lorsqu'on nous dit finalement que la mesure phare qui est proposée, que si ces gens veulent une équité ou une égalité des droits, eh bien, ils n'ont qu'à prendre la nationalité française. Est-ce que vous voyez des gens d'un tel âge avancé, est-ce que nous n'aurions accepté, nous, que tout d'un coup, à ces âges de la vie, nous dire finalement, et comme si cette mesure-là allait régler tout le problème. Donc, au regard de tout ce que j'ai raconté, je pense que le problème, ce n'est pas simplement de l'ordre d'un changement de papier, mais il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus important. C'est dans la tête des gens que ça se joue, et c'est pas simplement... Et puis, à la limite même, quand on regarde de plus près cette mesurette, à la limite qui nous était un peu prédestinée, je pense que c'était un mauvais service rendu à nos anciens. Ben, c'est une manière d'ouvrir finalement méchamment, hein, donc les gens bien intentionnés pourraient dire bah voilà, vous avez vu, voici des gens qui n'ont pris la nationalité française que pour manger la soupe donc, de la République. Or, ce n'est pas du tout ce qui est attendu, et puis très peu. Cette mesure-là n'était très peu d'efficacité. Ce que nous attendions, c'est la possibilité de faire en sorte que ces gens puissent naviguer à vue, au gré de leurs attentes, au gré de leurs aspirations, au gré de leur nostalgie, au gré de leur ennui. Il est anormal de pouvoir priver ces gens de la possibilité de pouvoir retourner dans leur pays d'origine et de lever au-dessus de leur tête cette épée de Damoclès qui est finalement de la bureaucratie, de la périodicité d'une présence, c'est-à-dire que fixer les gens hein, sur un terrain, sur un temps, sachant que beaucoup de gens négocient très mal les échéances, les calendriers. Et donc l'administration était très tatillonne sur ce niveau-là, et cela a occasionné quelques difficultés. Donc voilà, donc on était parti sur une liste de pas moins de 83 préconisations. À peine 2 ou 3 mesures ont pu peut-être être mises en place. Je ne suis pas négatif. Ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse à la thématique. Il y a beaucoup de choses qui se font de manière informelle. Il y a des communes sur lesquelles on a beaucoup avancé. Il y a des gens qui ont travaillé sur l'amélioration des conditions d'accueil, sur l'accompagnement, sur l'amélioration du cadre de vie. Donc, mais ça reste du bricolage de proximité, et sans qu'il y ait de vraies mesures concrètes. Par exemple, on disait, ben voilà, la première des choses, c'est systématiquement, dans tous les schémas gérontologiques, une place doit être accordée aussi à un intérêt à ce public-là, avec ses particularités, avec ses attentes, au même titre que nos concitoyens non immigrés. Donc là, on attend encore. Il y a quelques collectivités qui étaient très avant-gardistes et qui ont réussi à mettre en place donc un certain nombre de dispositions dans le cadre un peu des schémas gérontologiques qui ont permis finalement que ce public-là soit également entendu, reconnu à travers ses attentes et ses aspirations. Donc voilà, globalement, ce qu'il en est. Donc le rapport Jacob-Bachelet, ce qu'il a apporté. Et bien avant le rapport Jacob-Bachelet, il y avait un autre en amont qui lui aussi, il est rentré dans les oubliettes. Alors celui-ci, on le sort petit à petit pour en sortir quelques petites mesurettes, mais la vie, elle se fait... la vie va très vite, et on a l'impression que lorsqu'on aura décidé de mettre en mouvement beaucoup de préconisations, beaucoup de ces gens-là ne seront plus là, et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer pour ne pas avoir été suffisamment reconnaissants pour un public qui a donné à ce pays beaucoup, au même titre que d'autres. Donc voilà à peu près comme dans un propos liminaire ce que j'avais envie de vous dire, et puis j'espère
vous avoir partagé juste quelques inquiétudes et un intérêt pour un public qui excelle encore par son invisibilité, mais nullement, je viens toujours nullement conquérant, mais on partage de ces inquiétudes de ces autres vieillissants autour de nous. Voilà, merci.